J'ai su que ma femme me trompait à l'instant même où j'ai trouvé le reçu, mais, pendant 3 mois, je l'ai laissé croire qu'elle s'en sortait impunément. Le morceau de papier était soigneusement plié dans la poche de sa veste, une poche dans laquelle je cherchais des mouchoirs, car elle se plaignait d'allergie depuis toute la semaine. Au lieu d'un mouchoir, mes doigts ont trouvé du papier thermique, provenant du Marriott du centre-ville. Service d'étage pour 2, champagne, fraises, et 2 peignoirs facturés sur la chambre. Total, 28 743 $. Date, le mardi 15 mars. Ce même mardi, elle m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle travaillait tard, sur le dossier Henderson. Je me tenais debout dans notre dressing, fixant ce reçu comme s'il s'agissait d'un acte de décès. Parce que, d'une certaine manière, c'en était un. 14 ans de mariage, brisé à 18h47 un jeudi soir, pendant que ma femme, à peine à 6 mètres de là, effaçait sous la douche la caresse d'un autre homme. La réaction la plus intelligente aurait été de l'affronter immédiatement. La réaction la plus émotive aurait été de crier, de lui jeter le reçu au visage, et d'exiger des explications, qu'elle ne m'aurait de toute façon jamais données honnêtement. Mais j'ai toujours été méthodique, et stratégique. C'est ce qui a fait ma réussite dans l'immobilier commercial, et c'est ce qui allait me permettre de détruire, avec succès, la vie qu'elle pensait construire si habilement dans mon dos. J'ai photographié le reçu avec mon téléphone, puis, je l'ai soigneusement replié, et remis exactement là où je l'avais trouvé. Ensuite, je me suis assis sur notre lit, ce lit, où elle me mentait droit dans les yeux depuis Dieu sait combien de temps, et j'ai commencé à réfléchir. Les indices étaient là depuis des mois, n'est-ce pas? Ces dîners d'affaires avec des clients, qui s'éternisaient de manière suspecte. Cette nouvelle lingerie, que je ne la voyais jamais porter. Cette façon qu'elle avait commencé à aller à la salle de sport, religieusement, pour revenir à la maison rayonnante, animée d'une énergie qui n'avait rien à voir avec le cardio, mais tout à voir avec l'excitation de l'attente. Elle se préparait pour un autre, sculptant son corps pour plaire à un autre homme, tandis que je travaillais tard pour payer son entraîneur personnel. Le plus cruel, ce n'était pas cette comédie. Chaque matin, elle m'embrassait sur la joue, et s'enquérait de ma journée, avec cette même sollicitude affectueuse, qu'elle avait perfectionnée pendant 14 ans. Chaque soir, elle se blottissait contre moi sur le canapé, la tête sur mon épaule, jouant les épouses dévouées, tout en planifiant son prochain rendez-vous. Elle était devenue une étrangère, portant le visage de ma femme, et j'avais été trop confiant, trop stupide pour m'en rendre compte. Mais maintenant, je savais, et le savoir, lorsqu'il est bien utilisé, devient un pouvoir. J'avais entendu parler du dossier Henderson. Bien sûr, Margaret travaillait avec un jeune associé brillant chez Brennan & Associates, un cabinet de services financiers du centre-ville. Elle l'avait mentionné à quelques reprises. Un certain Derek. Jeunet, ambitieux, il considérait probablement ma femme de 43 ans comme une femme mûre et sophistiquée, qu'il valait la peine d'impressionner. Je pouvais me l'imaginer. Costume de prix, sourire confiant, le genre d'homme qui perçoit le mariage des autres comme un simple obstacle, et non comme une limite à ne pas franchir. Il se croyait sans doute très malin, de voler la femme d'un autre avec du champagne et des fraises, dans des hôtels que j'avais probablement aidé à financer, via nos comptes joints. Le bruit de la douche s'arrêta. Margaret allait sortir d'ici 10 minutes, les cheveux enroulés dans une serviette, la peau rosie par la chaleur. Elle allait me sourire de ses lèvres menteuses, et me demander ce que je voulais pour le dîner. Mais je ne jouais plus. Désormais, j'allais observer, apprendre, et accumuler des informations. J'ai cherché le numéro de Hartwell Investigation sur mon téléphone. Les enquêteurs privés ne servaient plus seulement pour les cas de divorce. Ils s'adressaient aux hommes qui comprenaient que l'information est une munition, et j'avais bien l'intention de me constituer un arsenal. Monsieur Hartwell, c'est David. J'ai besoin d'une consultation concernant les activités extra-conjugales de ma femme. J'ai des preuves, mais il me faut des documents solides. Une documentation complète. L'argent n'est pas un problème. J'ai raccroché, et, pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Margaret pensait être le prédateur dans ce mariage, mais elle venait de devenir la proie. Elle ne le savait simplement pas encore. La porte de la salle de bain s'ouvrit, libérant une vapeur parfumée à la lavande. « David, qu'est-ce que tu veux pour le dîner ce soir ?» J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu une étrangère. « Ce que tu veux, ma chérie. Je n'ai pas particulièrement faim. Pas de nourriture, en tout cas.
Mais de justice, de vengeance, mon appétit était féroce. Michael Hartwell me remit son premier rapport, exactement une semaine après notre première consultation. Le lire me fit l'effet d'opérer, à cœur ouvert, mon propre mariage. Chaque page contenait une nouvelle petite mort, une confirmation supplémentaire que la femme que j'aimais depuis 14 ans démantelait, méthodiquement, notre vie commune, pendant que je dormais à ses côtés, sans me douter de rien. Derek Castellano, 29 ans, associé junior chez Brennan & Associates. Ancien joueur de lacrosse universitaire à Duke, célibataire. Il était ambitieux, de cette manière qui n'appartient qu'à ceux qui ont grandi avec la fortune familiale et des relations dans l'Ivy League. Le genre d'homme qui considérait probablement la séduction des femmes mariées comme un sport, avec des comptes des points et perfectionnement des techniques. Les photographies étaient d'une clarté presque clinique. Margaret riant de ce que disait Derek, lors d'un déjeuner au Méridien, ce restaurant haut de gamme où elle ne m'avait jamais emmené, malgré mes suggestions. La main de Margaret posée sur la sienne, au coin d'une table du Saphir Lounge, ce bar à cocktail intime qu'elle prétendait trop guindé, l'année dernière, quand je voulais y célébrer notre anniversaire. Margaret entrant dans le Hampton Inn sur la 5e rue, Derek la suivant exactement 7 minutes plus tard, un scénario qu'ils avaient apparemment perfectionné pour éviter d'être vus ensemble. Mais c'est la vidéo de surveillance qui révéla, véritablement, toute l'étendue de sa tromperie. Hartwell avait réussi à récupérer 23 minutes d'enregistrement, provenant de la caméra du hall de l'hôtel. J'ai regardé ma femme, après 14 ans de vie commune, se transformer sous mes yeux en une inconnue. Son rire était différent, plus grave, plus sensuel. Sa démarche était différente, un balancement subtil qui affichait sa disponibilité. Même sa posture avait changé. Les épaules en arrière, le menton relevé, elle dégageait une assurance qu'elle ne m'avait jamais montrée. Elle jouait la carte de la féminité pour Derek, comme une actrice devant la caméra, et son jeu était parfait. La preuve la plus accablante n'était pas visuelle. Elle était temporelle. Hartwell avait croisé l'emploi du temps professionnel déclaré de Margaret avec ses déplacements réels, dressant ainsi une chronologie complète de ses mensonges. Le dossier Henderson n'exigeait qu'environ 6 heures par semaine de contact avec les clients. Pourtant, Margaret facturait près de 20 heures hebdomadaires pour ce projet, alors qu'elle passait, en moyenne, 14 heures par semaine dans des hôtels, des restaurants, ou dans l'appartement de Derek en centre-ville. Elle ne me trompait pas simplement. Elle volait du temps à notre mariage, et le facturait à son amant, tel un avocat payé d'avance. La scène de confrontation que j'imaginais n'était plus une affaire d'émotion. C'était une affaire de stratégie. Margaret ne se contentait pas de trahir notre mariage. Elle investissait dans un avenir qui ne m'incluait pas. Elle construisait une nouvelle vie en utilisant nos actifs communs comme capital de départ, préparant sa fuite tout en me gardant comme filet de sécurité financière. L'avocate spécialisée en divorce que j'ai consultée, Patricia Vance, était réputée pour sa politique de la terre brûlée dans les conflits conjugaux. Les murs de son bureau affichaient, sous cadre, des coupures de presse détaillant des affaires retentissantes, où elle avait écrasé des conjoints infidèles avec une précision chirurgicale. Votre femme a été d'une imprudence remarquable, fit observer Patricia, en étalant les photos sur sa table de conférence, comme des cartes de tarot prédisant le pire. Les seules preuves écrites suffiraient pour obtenir un divorce pour faute dans cet état. Je veux plus qu'un divorce, lui ai-je dit. Je veux des conséquences. Patricia sourit, avec une satisfaction de prédateur. Alors, nous allons lui en donner. Nous avons passé 3 heures à élaborer notre stratégie. La protection des actifs est venue en premier. Transférer discrètement les fonds des comptes joints vers des comptes individuels, documenter chaque investissement commun et chaque acquisition immobilière, afin de nous préparer à la bataille juridique que Margaret ne voyait pas venir. Patricia me recommanda de faire appel à un comptable d'investigation judiciaire. Son rôle serait de retracer le moindre dollar dépensé par Margaret pour sa liaison, afin de monter un dossier pour le remboursement des biens communs ayant servi à financer cet adultère. Laissez-la croire qu'elle gagne, me conseilla Patricia. Les personnes infidèles perdent toute prudence lorsqu'elles pensent ne pas être découvertes. Elle fera des erreurs. Ce soir-là, je l'ai regardée se préparer pour un autre dîner d'affaires, avec un œil totalement neuf. L'application minutieuse de son maquillage, le choix de sa tenue, et ce parfum qu'elle avait cessé de porter pour moi depuis des mois. Chaque détail était une arme qu'elle aiguisait pour un autre. Encore le dossier Henderson, ai-je demandé,
en sirotant mon verre de vin pendant qu'elle vérifiait son reflet. Malheureusement, soupira-t-elle, en prenant cet air-là qu'elle maîtrisait si bien. Derek pense que nous pouvons boucler l'accord si nous réglons quelques détails ce soir. Derek. Elle avait prononcé son nom avec une familiarité inconsciente, de la même manière qu'elle prononçait autrefois le mien. Ce lapsus m'aurait détruit 3 mois auparavant. Désormais, ce n'était qu'une preuve de plus à verser au dossier de Patricia. Après son départ, je me suis servi un autre verre de vin, puis j'ai ouvert le dernier rapport de Hartwell. Ce soir, alors que Margaret se croyait en parfaite sécurité, et pensait son secret bien gardé, l'équipe de Hartwell allait documenter chaque baiser, chaque caresse, et chaque instant de passion que ma femme partageait avec son amant. Dans 3 semaines, j'allais anéantir son monde, totalement. Pour la confrontation, j'ai choisi mon costume Armani gris anthracite. Celui-là même que je portais pour conclure la vente de la tour Méridien. Ce même costume que Margaret trouvait autrefois d'une élégance dévastatrice. La chemise beige contenant les papiers du divorce était posée sur ma commode, comme une arme chargée. 47 pages de documents juridiques, qui allaient transformer ma femme, d'associée en adversaire, d'un simple trait de plume. 3 mois de surveillance avaient révélé leur routine avec une précision mathématique. Un mercredi sur 2, Margaret prétextait une urgence tardive sur le dossier Henderson, tandis que Derek annulait mystérieusement ses rendez-vous du soir. Ils se retrouvaient au Marriott du centre-ville, le même hôtel où j'avais découvert leur liaison. Chambre 847, toujours la chambre 847. Je suis arrivé au Marriott à 17h30, 2 heures avant leur rendez-vous. Le salon du hall offrait un angle de vue parfait pour observer, tout en me donnant l'apparence d'un homme d'affaires qui attendait ses clients. J'ai commandé un Macallan pur, puis je me suis installé de façon à avoir une vue dégagée sur les ascenseurs. À 19h43, Derek a franchi l'entrée principale, portant son assurance comme un parfum de luxe. 1,88 m, une carrure athlétique, et cette sorte d'arrogance désinvolte propre à ceux qui n'ont jamais eu à assumer les conséquences de leurs actes. Il traversait le hall comme s'il en était le propriétaire. Sans doute parce qu'il menait ses liaisons ici depuis assez longtemps pour s'approprier les lieux. Margaret est apparue à 19h51. 8 minutes d'un retard calculé, destiné à masquer toute coordination. Elle portait la robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire, l'année dernière. Celle qu'elle disait trop habillée pour les endroits où nous allions. Apparemment, Derek, lui, méritait une tenue des grands jours. Les voir se retrouver près de l'ascenseur revenait à observer des animaux sauvages, des prédateurs se reconnaissant à des signaux instinctifs. La main de Derek trouva immédiatement le bas de son dos, la guidant vers l'ascenseur avec une familiarité bien rodée. Margaret a ri de quelque chose qui lui chuchotait, et se sont à traverser le hall avec une clarté cristalline. Ils étaient heureux, sincèrement, et radieusement heureux, d'une manière qui mettait cruellement en lumière à quel point notre propre mariage était devenu morne. Margaret ne m'avait pas regardé avec cette impatience depuis des années. Elle n'avait pas touché mon bras avec cette intimité inconsciente, ni souri avec cette joie si spontanée. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur leur passion naissante. J'ai terminé mon Macallan, ajusté ma cravate, puis j'ai entamé la négociation la plus importante de ma carrière. 8e étage. En remontant le couloir vers la chambre 847, je pouvais entendre leur voix à travers la porte. Le rire de Margaret, la voix plus grave de Derek, et le tintement des coupes de champagne. Ils célébraient quelque chose. Probablement le frisson de se croire intouchable. J'ai attendu exactement 10 minutes. Assez longtemps pour qu'ils s'installent dans leur rituel, qu'ils abandonnent le prétexte des réunions d'affaires, et s'adonnent à la réalité de leur liaison. Assez longtemps pour qu'ils se croient en sécurité, dans leur sanctuaire dérobé. J'ai frappé fermement, mais sans agressivité. Un coup professionnel. Le genre de bruit qui évoquait le service d'étage, plutôt qu'un mari vengeur armé de papiers de divorce. Des pas se sont approchés de la porte. Il y eut une pause, le temps que quelqu'un regarde par le Judas. La chaîne a cliqueté, le verrou a tourné, puis la porte s'est entr'ouverte d'une quinzaine de centimètres, laissant apparaître le visage de Margaret derrière la chaîne de sécurité. Son expression est passée par toute une série d'émotions, comme les rouleaux d'une machine à sous, la curiosité, la confusion, la reconnaissance, et, enfin, l'horreur absolue. Elle a blêmi à l'instant même où nos regards se sont croisés à travers l'entrebâillement. « Bonjour, Margaret », ai-je dit calmement. « Nous devons parler. »
Derrière elle, la voix de Derek s'éleva avec une intimité désinvolte. « C'est qui, bébé ?» Ce petit nom affectueux resta suspendu dans l'air, comme la fumée après une explosion. Elle était son « bébé », désormais, sa petite amie secrète, sa femme mûre et sophistiquée. Mais elle était aussi ma femme, portant mon cadeau d'anniversaire tout en planifiant la destruction de notre mariage, dans une chambre d'hôtel facturée sur notre carte de crédit commune. La voix de Margaret se brisa. C'est mon mari. Le silence qui s'ensuivit à l'intérieur de la pièce fut assourdissant. Je pouvais imaginer le visage de Derek, à l'instant précis où son fantasme venait de percuter la réalité. Les mains de Margaret tremblaient tandis qu'elle luttait avec la chaîne de sécurité. Elle ouvrit la porte plus grand, apparaissant dans le peignoir en soie fourni par l'hôtel. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses lèvres entr'ouvertes et gonflées, son visage encore rougi par une passion qui ne m'était pas destinée. « David, je peux tout expliquer », commença-t-elle. « Ce n'est pas nécessaire », l'ai-je interrompu, en lui tendant la pochette beige avec une précision chirurgicale. « Tout est expliqué là-dedans. » Elle prit la pochette d'une main tremblante, sans jamais détacher ses yeux des miens. Derrière elle, Derek apparut dans l'encadrement de la porte, vêtu uniquement d'une serviette de l'hôtel et d'un air paniqué. De près, il paraissait encore plus jeune que ses 29 ans, le visage blême à l'idée que sa liaison si sophistiquée venait de se transformer en un problème juridique majeur. « Ce sont les papiers du divorce », ai-je expliqué sur un ton de conversation ordinaire. « Ton avocat voudra les examiner de près, en particulier les sections concernant la procédure pour faute et le partage des biens. » Patricia Vance est extrêmement minutieuse. Les genoux de Margaret fléchirent légèrement à la mention du nom de Patricia. Le visage de Derek devint livide, alors qu'il mesurait les conséquences d'être cité comme complice d'adultère dans une affaire de divorce retentissante. « David, s'il te plaît », murmura Margaret. « Est-ce que nous pouvons en parler à la maison ? » « Nous avons dépassé le stade des discussions privées », ai-je répondu. « Nous l'avons dépassé depuis 3 mois. Chaque mensonge que tu as prononcé, chaque fausse urgence professionnelle, chaque soirée passionnée que tu as passée avec Derek pendant que je t'attendais sagement à la maison, croyant encore à notre mariage. Patricia a des preuves écrites de tout cela. » La pochette glissa des doigts engourdis de Margaret. Les papiers s'éparpillèrent sur la moquette de la chambre, tels des présages de ruine. 14 ans, ai-je dit, ma voix résonnant dans le couloir avec une clarté absolue. 14 ans de mariage, et voilà comment tu as choisi d'y mettre fin. Je me suis retourné, puis je suis parti, les laissant tous les deux pétrifiés sur le pas de la porte, au milieu des documents juridiques éparpillés et des décombres de leurs fantasmes si soigneusement échafaudés. Mes pas résonnaient dans le couloir, sur le rythme mesuré d'un homme qui venait de remporter la victoire la plus importante de sa vie. La guerre était finie. Margaret ne le savait simplement pas encore. Margaret n'est rentrée qu'à 3h17 du matin, et je l'attendais. Pas de manière théâtrale. Je n'étais pas assis dans l'obscurité, un verre de brandy à la main. J'étais dans mon bureau, à relire des contrats, avec la même attention méthodique que j'avais consacrée à la destruction de notre mariage. Le travail continuait. La vie suivait son cours. Seul le monde de Margaret s'était effondré. J'ai entendu sa clé tourner dans la serrure. Ce silence précautionneux de quelqu'un qui espère éviter la confrontation. Ses talons claquaient doucement sur notre parquet, tandis qu'elle tentait de rejoindre la chambre d'amis sans me réveiller. Margaret. Ma voix résonna dans la maison avec une autorité tranquille. Nous devrions parler. Elle est apparue à l'entrée de mon bureau, portant toujours cette robe noire, désormais froissée et tachée de larmes. Son maquillage avait coulé depuis longtemps, laissant son visage blafard et vulnérable. Elle ressemblait à une femme qui venait de passer des heures à se disputer avec son amant pour savoir de qui venait la faute, maintenant que leur liaison idéale se heurtait à de lourdes conséquences juridiques. « David, commença-t-elle, avant de s'interrompre. Que pouvait-elle bien dire ? Assieds-toi, lui ai-je dit, en lui désignant le fauteuil en face de mon bureau. Ce même fauteuil où, autrefois, elle m'aidait à relire les documents d'hypothèque pour notre maison, là où nous planifions nos vacances, à l'époque où nous formions encore un vrai couple. Elle s'assied avec précaution, comme si un mouvement trop brusque risquait de provoquer de nouvelles catastrophes. Une femme intelligente. Car des catastrophes, il y en avait assurément d'autres à venir. J'ai parlé avec Patricia, ai-je continué, en triant mes documents avec un calme délibéré. L'offre de règlement préliminaire est plutôt généreuse,
compte tenu des circonstances. Tu recevras 15% de nos actifs communs, la Honda, et tu auras 30 jours pour libérer les lieux. Son visage devint blanc comme un linge. 15%? David? C'est impossible. J'ai droit à la moitié de tout ce que nous avons construit ensemble. Tout ce que nous avons construit ensemble, ai-je répété, en levant enfin les yeux de mes dossiers. Margaret, tu as volé notre mariage pendant 3 mois, en utilisant nos comptes joints pour financer ta liaison. Le comptable d'investigation que Patricia a engagé a retracé la moindre dépense, les restaurants, les hôtels, les cadeaux. Il y en a pour $6 700 de biens conjugaux dilapidés pour cet adultère. La bouche de Margaret s'ouvrit et se referma, telle celle d'un poisson hors de l'eau. Elle n'avait jamais réfléchi aux implications financières de son aventure. Elle n'avait jamais imaginé que cette idylle laisserait des traces écrites, des indices que des comptables pourraient suivre à la trace comme des lignées. Et Derek, ai-je demandé d'un ton léger. Comment a-t-il réagi en apprenant qu'il allait servir de preuve dans un divorce à grand spectacle? Son silence fut une réponse suffisante. Derek avait probablement battu en retraite plus vite que Napoléon fuyant Moscou, dès l'instant où il comprit que séduire des femmes mariées entraînait des conséquences bien plus réelles que de simples plaisirs coupables. Il ne répond plus à mes appels, finit-elle par chuchoter. Un homme intelligent, ai-je fait observer, bien que cette lucidité lui soit venue avec environ 6 mois de retard. Les 3 heures suivantes furent une véritable démonstration de destruction contrôlée. Margaret tenta tous les arguments, les larmes, la colère, les supplications, et le marchandage. Elle plaida la folie passagère, la crise de la quarantaine, n'importe quoi pour tenter de sauver un infime morceau de cette vie qu'elle avait systématiquement détruite. Mais Patricia m'avait préparé à ce numéro d'actrice. Les conjoints infidèles tentent toujours de minimiser leur trahison dès que surgissent les conséquences. Ils invoquent la confusion, la folie temporaire, ou encore leur amour pour leur conjoint, en dépit de toutes les preuves accablantes du contraire. « Je t'aime », finit par sangloter Margaret. « Je sais que j'ai commis des erreurs, mais je t'aime. Nous pouvons surmonter cela ensemble. »« Tu m'aimes » Je me suis adossé à mon fauteuil, l'observant comme un spécimen sous une loupe. « Margaret, tu as simulé l'amour pendant des mois, tout en fréquentant un autre homme. Tu m'as embrassé pour me dire bonne nuit, après avoir passé tes après-midi dans son lit. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la sociopathie. » Elle recula, comme si je venais de la gifler. Mais la vérité, tout comme la justice, s'avère souvent brutale. À l'aube, elle s'était retirée dans la chambre d'amis, devenue une réfugiée dans cette maison qu'elle avait pourtant aidé à choisir, réduite à camper dans des espaces qui, jadis, nous appartenaient à tous les deux. Je l'entendais téléphoner, à Derek, qui ne répondait pas, à sa sœur, ou encore à des avocats, qui devaient sans doute lui expliquer sa situation exacte sur le plan juridique. Le plus beau dans tout cela, c'était de la voir réaliser que Derek ne viendrait pas à son secours. L'homme pour qui elle avait sacrifié notre mariage s'était volatilisé, à la seconde même où leur aventure était devenue embarrassante. Il avait obtenu ce qu'il voulait, et, désormais, il protégeait sa carrière en se débarrassant d'elle comme d'une cargaison endommagée. Elle avait troqué 14 ans de mariage contre un mirage, qui s'était évaporé au premier contact avec la réalité. Durant les semaines suivantes, j'ai vu son avocat tenter des stratégies de plus en plus désespérées. L'atteinte à ma réputation, prétendre que j'avais été psychologiquement abusif, ou suggérer que sa liaison était, d'une certaine manière, de ma faute. Mais Patricia avait des preuves. Et les preuves l'emportent toujours sur les récits. Les photos de surveillance se révélèrent particulièrement dévastatrices lors des dépositions. Voir l'avocat de Margaret examiner les images de sa cliente, embrassant passionnément un autre homme dans des halls d'hôtel, c'était comme voir les dernières illusions de quelqu'un s'éteindre sous nos yeux. En novembre, la résistance de Margaret s'était totalement effondrée. Son avocat lui conseilla d'accepter notre offre de règlement, plutôt que de risquer un procès public qui achèverait de détruire sa réputation. Elle est retournée vivre chez ses parents, dans l'Ohio. Une femme de 42 ans, devant tout recommencer à zéro, sans rien d'autre que les souvenirs d'un mariage qu'elle avait elle-même assassiné, pour un plaisir éphémère. Je ne ressentais aucune culpabilité face à sa situation. Elle avait fait ses choix en parfaite connaissance de cause. Elle avait simplement parié que j'étais trop faible, trop confiant, ou trop installé dans mon confort pour dévoiler son jeu. Elle avait perdu son pari. 6 mois après avoir signé les papiers définitifs du divorce,
je me tenais dans mon nouvel appartement du centre-ville, regardant le soleil se coucher sur cette ville où Margaret et moi avions un jour prévu de vieillir ensemble. L'endroit était moderne, minimaliste, conçu pour un homme qui avait appris à préférer la solitude à la trahison. Plus de dressing partagé cachant des reçus d'hôtel, plus de comptes joints finançant les amours des autres, plus de comédie du bonheur conjugal pour masquer une trahison systématique. La chute de Margaret avait été totale, et d'une précision chirurgicale. Sa situation au sein du cabinet était devenue intenable, dès que la nouvelle de sa liaison s'était propagée dans le milieu professionnel. Derek, de son côté, s'était fait muter au bureau de Seattle, espérant probablement que la distance géographique suffirait à effacer sa réputation de briseur de ménage. Margaret était retournée dans l'Ohio, logée chez ses parents comme une adolescente qui aurait pris des décisions catastrophiques. Des amis communs m'avaient appris qu'elle travaillait désormais dans un petit cabinet régional, gagnant à peine le tiers de son ancien salaire. Elle avait tout sacrifié, sa carrière, sa maison, sa sécurité financière, et sa réputation. Tout cela pour 3 mois de passion dans des chambres d'hôtel, avec un homme qui l'avait abandonné dès que leur liaison était devenue gênante. L'équation de la trahison était d'une simplicité brutale. Elle avait reçu exactement ce qu'elle avait donné, rien. Parfois, le soir, je me demandais si je devais me sentir coupable de son anéantissement total. Une thérapie aurait pu être une option. Un conseiller conjugal aurait pu nous aider à surmonter les problèmes qui l'avaient poussé à chercher de l'aventure ailleurs. Un homme plus indulgent aurait tenté une réconciliation. Mais Margaret n'avait choisi ni thérapie, ni conseil conjugal, ni conversation honnête sur les difficultés de notre couple. Elle avait préféré le mensonge, la trahison, et la destruction méthodique de notre union, tout en continuant à feindre l'amour. Elle avait mérité ce qui lui arrivait. L'homme qui avait trouvé ce reçu d'hôtel, 6 mois plus tard, n'existait plus. Cet homme-là était confiant, optimiste quant à la nature humaine, enclin à croire en la bonne foi des autres. L'homme que j'étais devenu se révélait plus dur, plus stratégique. J'avais été profondément transformé en découvrant que l'être que j'aimais de tout mon cœur considérait notre mariage comme une commodité, plutôt que comme un engagement. Je ne regrettais pas l'ancien moi. La naïveté coûte cher. Accorder sa confiance sans vérification s'avère dangereux. Et l'amour sans réciprocité n'est qu'une forme d'exploitation, déguisée en partenariat. Mon téléphone a vibré, signalant un message de Jennifer, l'avocate en droit immobilier que je fréquentais depuis 1 mois. Une réservation pour dîner au Méridien, ce même restaurant où Margaret séduisait son amant, pendant qu'elle me mentait en prétendant travailler tard. J'avais choisi le Méridien parce que la cuisine y était excellente, et je refusais que les trahisons de mon ex-femme dictent ou limitent mes propres choix de vie. Margaret avait fait ses choix, elle en avait assumé les conséquences, puis elle s'était effacée dans cette existence qu'elle s'était construite, sur les cendres de notre union. De mon côté, j'avais fait mes choix, j'avais orchestré sa chute, et j'avançais désormais vers un avenir libre de ses mensonges. Certaines trahisons sont si entières, si systématiques, et si méprisantes pour leurs victimes, qu'elles exigent une riposte tout aussi implacable. Margaret avait déclaré la guerre à notre mariage, par des mois de mensonges calculés. Je m'étais simplement assuré qu'elle perde cette guerre, de la manière la plus totale, comme elle le méritait. Demain apporterait de nouvelles affaires, de nouvelles opportunités, et de nouvelles relations, fondées cette fois sur l'honnêteté, plutôt que sur la comédie. L'avenir s'ouvrait devant moi telle une toile vierge, libérée des trahisons d'autrui, ou de mes propres illusions naïves sur la nature humaine. J'ai fermé les stores, ajusté ma cravate, puis je suis parti dîner avec une femme qui ne m'avait jamais perçu autrement que pour ce que j'étais réellement. Pas de mensonges, pas de faux-semblants, pas de calculs cachés. Rien que la vérité. Enfin, simplement, et complètement, la vérité.